Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo afin qu'on puisse conserver une certaine proximité, au moins du point de vue vocal. La thématique du jour sera alors celle des moyens modernes afin d'affirmer l'État et nous étudierons comment les conquêtes ont été un des moyens afin d'affirmer l'État, mais aussi d'unir la nation, unir la nation contre un seul et même ennemi, unir la nation derrière une seule et même bannière, celle du royaume de France. On verra bien qu'il y a différents types de conquêtes à travers des motifs qui vont être différents, des monarques différents, mais enfin aussi des techniques multiples. Alors ça va aller de la diplomatie en passant par les guerres violentes, mais aussi parfois des concours de circonstances dont on va profiter. Maintenant que le cadre est posé, nous pouvons dès à présent commencer et je vous souhaite une très bonne vidéo. Un des supports que nous allons alors utiliser va être cette carte que vous trouverez page 158 dans votre manuel. Je vous laisse éventuellement mettre en pause, prendre votre manuel pour vous en imprégner. Maintenant, j'espère aussi que vous avez remarqué l'erreur. 1515, je vous laisse quelques minutes afin de réfléchir, mettre en pause, afin de savoir si vous vous rappelez de votre chapitre sur François Ier. Non, toujours pas. Donc 1515, bien sûr, si je vous ai parlé de François Ier, c'est 1515, la victoire à la bataille de Marignan de François Ier. Et donc comment Henri II pourrait être roi en même temps que François Ier? Ici, il y a une erreur. Le couronnement d'Henri II n'a lieu qu'en 1547. Donc vous pouvez faire cette rectification. Et maintenant que la petite parenthèse historique et donc gestion des dates est terminée, on continue à rentrer vraiment dans le vif du sujet et donc sur les acquisitions d'Henri II. Alors Henri II va prendre un certain nombre de territoires au nord-est et notamment les places de Verdun et de Metz en s'opposant lors de ses voyages d'Allemagne aux voisins germaniques du Saint-Empire, euh, donc avec Charles Quint, contre lequel il va s'opposer. Ils vont s'opposer notamment dans le siège de Metz. En effet, la ville est assiégée par les troupes du Saint-Empire et les Français sont coincés dans la ville, entre guillemets. Malgré tout, les Français vont l'emporter et donc on va conserver la place de Metz grâce à ces voyages d'Allemagne ainsi que Verdun qu'on n'a pas ici détaillé. Ensuite, nous passons à Henri IV, qui va gagner des territoires ici non pas sous le conflit guerrier, mais finalement par un échange de territoires avec le duc de Savoie, Charles-Emmanuel Ier. Il va y avoir un échange de territoires entre la Bresse et le Bugey contre le marquisat de Salus, qui se trouve plus au sud du territoire français, donc ici même en Italie actuelle. Alors ici, les choses s'est faites finalement sans violence avec un accord entre deux personnages et on a un gain de territoire ici de la Bresse, du Bugey et même d'une partie du pays de Gex pour la France. Puis prenons le cas de Louis XIII, Louis XIII que vous aviez vu en introduction, ici couronné et avec à ses pieds, je vous rappelle, la France et la Navarre. Eh bien, ce tableau fait référence finalement à l'intégration de la Navarre dans le royaume de France et donc après Louis XIII, les rois de France se présentent comme rois de France et de Navarre. Donc c'est un héritage qui a été acquis par Louis XIII et donc qui sera revendiqué par les autres successeurs de Louis XIII. Cette annexion se fait par un édit, l'édit de Pau de 1620, et ici encore une fois euh, avec un accord entre les différents partis et la France obtient la Navarre, que vous pouvez trouver ici au sud-ouest du pays. Puis passons à Louis XIV, qui va être un roi très intéressant dans notre cadre, qui va user et abuser de l'image du roi de guerre et de sa fonction afin d'asseoir son pouvoir, mais il ne va pas utiliser que la guerre. On peut le voir avec l'annexion du Roussillon, ici,
En effet, l'annexion va se faire par un traité, le traité des Pyrénées de 1659, qui va entériner une situation qui est un petit peu plus ancienne. En effet, la Catalogne, lors de l'union des couronnes espagnoles d'Aragon et de Castille, euh, va revendiquer Louis XIII comme comte de Barcelone, de Roussillon et de Cerdagne. Et dans ce cadre-là, Louis XIII et plus précisément Richelieu vont eh bien user de tout cela et annexer et préparer l'annexion du Roussillon, qui est entériné par le traité des Pyrénées en 1659 par Louis XIV. Puis on passe à un épisode guerrier, je vous l'avais promis avec Louis XIV comme roi de guerre. Alors Louis XIV va revendiquer au nord tout un tas de territoires, notamment par des questions de succession mais aussi de mariage. En effet, le roi Philippe IV meurt et c'est le père de sa femme, Marie-Thérèse. Il va donc formuler des revendications sur les Pays-Bas espagnols que vous avez au nord, ici. Et donc, il va faire des revendications, et ces revendications vont lui être refusées. Il va donc décider de prendre ces territoires par la force, ce qui ne va pas forcément plaire à d'autres souverains d'Europe. Il va ainsi s'opposer au royaume d'Angleterre, la monarchie espagnole, les Provinces-Unies et le royaume de Suède. Cependant, les victoires françaises sont écrasantes et on va beaucoup progresser au nord, comme vous pouvez le voir, avec donc cette flèche en direction des Pays-Bas espagnols. Cependant, avec les traités de paix, le roi ne va conserver qu'une petite partie de ses conquêtes avec l'Artois et la place de Lille, par exemple, dans le cadre des traités d'Aix-la-Chapelle. Malgré tout, il y a quand même une extension du territoire et le roi se contente finalement de ce qu'il a gagné. Il ne va pas s'en contenter très longtemps, puisque va venir en 1672-1678 la guerre de Hollande. Donc le roi va tenter d'encore augmenter ses territoires contrôlés au nord. Il va même s'allier à l'Angleterre, ennemi juré de toujours, en 1670 avec le traité de Douvres. Il s'allie alors à Charles II, qui a besoin de deniers, et ces deniers, il va les obtenir en s'alliant à Louis XIV, bien malgré lui. Alors Louis XIV souhaite bien sûr conquérir les Pays-Bas espagnols, mais il veut également nuire à des adversaires à l'est et au nord, à savoir les Provinces-Unies et le Saint-Empire principalement. L'Espagne va également prendre part au conflit contre le Royaume de France, bien sûr, et le traité de Nimègue va mettre fin à ce conflit en 1678 et marquer le triomphe de Louis XIV, scellant par exemple la prise de la Franche-Comté, que vous avez ici. Puis nous continuons avec Louis XIV avec la guerre de la Ligue d'Augsbourg, qui se déroule entre 1688 et 1697. Elle va opposer le royaume de France à la quasi-totalité de l'Europe, l'Angleterre, l'Écosse, le Portugal, l'Espagne, le Saint-Empire, le Duché de Savoie, les Provinces-Unies et même la Suède. Les combats vont se dérouler en Europe, mais pas seulement, mais on va se concentrer sur le théâtre européen, ça nous simplifiera la vie. Louis XIV l'emporte, il est en position favorable et va signer la paix de Ryswick. Alors la France va conserver l'Alsace, mais pas seulement, elle va conserver aussi Strasbourg, mais elle va rendre ces territoires qu'elle avait gagnés à l'est, ici sur la rive droite du Rhin, qui était alors considérée comme une frontière naturelle. Alors là, je fais une petite parenthèse, il faut bien garder à l'esprit que les conquêtes se font dans le but aussi d'asseoir une position, de se mettre en position défensive aussi, et de profiter de frontières naturelles, telles que peuvent être le Rhin ou encore les Pyrénées au sud. J'attire votre attention sur cette notion de frontière naturelle, qui n'a de naturel que le nom en fait. Toute frontière est par essence créée par l'homme et ne peut être naturelle. Une frontière c'est politique, ok? Maintenant que la parenthèse à propos des frontières est passée, nous pouvons passer à un nouveau monarque, Louis XV.
Alors, Louis XV qui lui va profiter finalement d'un certain concours de circonstances que je vais vous détailler un petit peu plus en détail, pardon. Il va d'abord annexer le duché de Lorraine en fait, qui avait été offert à son beau-père Stanislas Les- Lesinski, pardon. En effet, il est le père de sa femme et à sa mort, ce territoire lui reviendrait donc de droit puisque la condition féminine n'est pas reconnue comme elle l'est aujourd'hui. Elles ne peuvent pas posséder un territoire dans le royaume de France. Alors, le duc Stanislas va avoir le malheur de mourir dans d'assez grandes souffrances. En effet, alors qu'il était dans sa chambre, sa robe de chambre prend feu et il est grièvement blessé et mourra de ses blessures quelque temps après. Louis XV eh bien, récupère le duché de Lorraine qu'il annexe à ses possessions et donc au royaume de France. Puis nous allons étudier ce qui est une singularité chez Louis XV dans tous les monarques qu'on a vus. Il va mener un des conflits qui est parfois nommé comme un des premiers conflits mondiaux. Ici on a affaire à un conflit qui va se dérouler outre-Atlantique, c'est la guerre de 7 ans qui va opposer principalement le royaume de France à la puissance britannique entre 1756 et 1763. Je souligne aussi le fait que Louis XV va être soutenu par ailleurs par le royaume d'Espagne. Cependant, le royaume d'Espagne va être très vite balayé et sortir du conflit. De ce côté, la Grande-Bretagne va aussi être soutenue par la Prusse, notamment sur les terres du côté du théâtre européen. Alors, la France, comme je vous l'ai dit, va se retrouver très vite toute seule et va devoir combattre les coalitions, enfin la coalition britannique qui est menée successivement par George II et après par George III, son descendant et son successeur. La France se trouve très vite sans soutien, à une puissance maritime bien moindre par rapport aux Britanniques, et donc ça va provoquer finalement l'écrasante victoire britannique et le fiasco français qui va perdre tout un tas de territoires. Par exemple, le Canada va être cédé aux Britanniques, la Martinique, la Guadeloupe. La France parvient néanmoins eh bien, à conserver quelques comptoirs comme Pondichéry que vous avez en Inde actuelle. Et donc, ce conflit va être un véritable fiasco et va entraîner d'importants impôts chez les vaincus, mais également chez les vainqueurs du côté britannique. Nous verrons ça plus tard dans d'autres parties du cours et même dans le chapitre suivant. Euh, je vous remercie de votre attention et je vous invite à compléter cette vidéo par le cours, les activités et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, je suis disponible et toujours joignable via l'ENT et les moyens que nous avons mis en place afin d'assurer la continuité pédagogique